Bonsoir à tous. Je voulais revenir ici vite fait, mais pas longtemps parce qu'il est déjà très très tard, pour réagir en fait au débat, comment dire, qu'il y a eu sur la chaîne de Bruxelles Story. Alors je suis enrhumée, hein, un petit peu, c'est la période, hein, vous imaginez, il y a le froid qui arrive. Donc sur le débat avec Bruxelles Story de la, comment dire, de l'invitation du bourgmestre Parti socialiste, le bourgmestre de Bruxelles, Monsieur Philippe Claus. L'émission donc a eu énormément de succès. Il y a eu beaucoup de monde et, euh, et aussi beaucoup de monde qui était en attente pour pouvoir poser les questions, mais malheureusement, on n'a pas pu poser notre question, faute de temps, puisque quand même c'était un bon débat de plus de 3 heures, avec les questions au final, avec plusieurs personnes qui passaient. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir la parole, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je me suis dit directement, je vais intervenir sur mon sur ma chaîne, sur mon canal, pour réagir donc à cette émission, à ce qu'avait dit Monsieur Philippe Claus, donc du PS, bourgmestre de Bruxelles. Je voulais revenir donc sur 4 points. Je vais pas tarder. On va aller à l'essentiel et comme ça, j'espère que Hosné, tu pourras bel et bien lui transmettre et transmettre aux autres que tu connais les questions critiques et les remarques que j'ai à faire. C'est dommage, j'aurais bel et bien voulu l'avoir de vive voix. Alors, Monsieur Philippe Claus nous disait que oui, en tant que citoyen, il y a obligation de vote, qu'il fallait qu'il y ait de la participation, qu'il avait pensé aussi au référendum, mais à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'il y ait qu'un référendum, entre guillemets, que pour les râleurs. C'est-à-dire que si on dit non, concrètement, eh ben, vous n'êtes pas du bon côté de la barre, donc il faudrait le rendre, pourquoi pas, euh, il disait, au cours de la législature, il pensait à mettre en place 2 référendums. C'est ça qu'il disait. Monsieur Hosni nous, nous le dira, si j'ai bien compris. Et donc, il parlait, donc, on a parlé du logement, de la sécurité. Et donc, oui, par rapport au devoir, donc, le citoyen qui est au cœur de la politique, qui doit s'intéresser à la politique, mais à son devoir et à ses responsabilités, il a des droits, il a des devoirs. Et donc, je m'excuse, je suis vraiment malade ces derniers temps. Donc, moi, je voulais justement rebondir pour poser la question à Monsieur Philippe Claus. Bon, de manière interférée, de manière indirecte, puisqu'on n'a pas pu avoir en ligne Monsieur Philippe Claus. Je l'ai noté dans un papier pour être sûr de ne pas oublier. Ma question était à Monsieur Philippe Claus quand un citoyen a introduit une demande de manifestation à Bruxelles. Donc, on nous demande en tant que citoyen de devoir, c'est-à-dire de jouer le jeu, donc de devoir remplir le formulaire avec notre identité, notre adresse, notre numéro de carte d'identité, le lieu où nous souhaiterions faire la manifestation, le mobile de la manifestation et plus ou moins le créneau horaire, puisque c'est 2 heures par manif. On nous demande si on veut qu'elle soit statique ou si on veut qu'elle soit mobile, s'il y a une marche ou non. Et tout ça doit être ensuite envoyé formellement, de manière à ce que on ait l'autorisation du bourgmestre ou bien donc du corps policier. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais lorsque le bourgmestre n'accepte pas cette demande de manifestation, on n'a pas plus comme disait Monsieur Philippe Claus, disait que le citoyen donc avait ce devoir de voter
y a des droits et des devoirs. Moi, j'avais la question suivante, c'est quels sont vos devoirs en tant que bourgmestre qui vous faites élire par des citoyens qui vous rendent bourgmestre? Quel est votre devoir vis-à-vis des citoyens si ce n'est déjà de leur répondre du bien fondé de votre refus d'organisation de manifestations? Là, bizarrement, il ne me semble pas que vous donniez un argumentaire, hormis comment dire, la lettre standard à laquelle on est habitué. Et même, j'ai même pas reçu de lettre, puisque j'ai contacté votre cabinet, que l'état-major, nous étions en 2022 pour revenir, que l'état-major m'a appelé en me disant que la manifestation et la mobilisation concernant justement le dossier de monsieur Hassani Hussein, à l'époque, qui avait été enfermé arbitrairement à Vossem, en étant considéré comme un sans-papier, alors qu'il a fait sa libre circulation pendant des années en Belgique pour donner cours, qu'il était aussi accompagné de ses enfants qui étaient français. Donc, on n'aurait jamais pu et dû faire ce qui a été fait envers la personne de monsieur Hassani Hussein, alors qu'en plus de ça, il a obtenu 2 fois raison auprès des tribunaux de Tournai et de Mons concernant son innocence et de l'invalidité même et de l'illégalité même du mandat d'arrêt européen qui a été lancé par la France. Il a eu droit à un bracelet électronique alors qu'il était normalement jugé la première fois comme, comme innocent de tout ce dont on l'accusait. Monsieur Hassani Hussein n'a jamais eu de casier judiciaire. Et on a fait une cabale envers ce monsieur en disant tout et n'importe quoi, puisque je suis très au fait et que j'ai personnellement fait le nécessaire auprès des autorités, preuve à l'appui, pour prouver sa venue, que les autorités étaient parfaitement au courant que M. Hassani Hussein avait demandé les choses en bonne et due forme, qu'on a occulté toute une partie des dossiers et des documents, que M. Hassani Hussein a aussi utilisé mon email personnel quand il était traqué pour contacter les autorités compétentes de Belgique, que l'info a été donnée par les autorités compétentes de Belgique vers la France, et qu'on lui a fait un guet-apens, et que Madame Nicole Demour a fait en sorte d'occulter totalement son droit de rester, puisqu'il avait normalement jusqu'à 3 mois dans le cadre d'une libre circulation, et qu'il ne devait pas être expulsé vers le Maroc, pays où il n'a jamais vécu. C'est un natif de France, né français. Il a été déchu à sa minorité par son père, mais comme il était le plus jeune imam de France, parmi les plus jeunes imams de France à son époque, et que c'était pas un béni oui oui à la manière de Charlemagne, il fallait le salir un maximum. Ça, on va pas revenir sur l'affaire de M. Hassan Hussein. Mais moi, je demande à M. Philippe Claus, quel est finalement le postulat que vous prenez envers les citoyens qui sont là en bonne et due forme, en train de demander un droit de réponse, que la réponse soit positive ou si elle est positive, ça, il n'y a pas de problème. Qu'elle soit positive ou négative, elle doit être justifiée. Et, bizarrement, on a l'impression d'être au Texas. Alors, vous parlez des droits et vous nous parlez de nos devoirs en tant que citoyens, mais bizarrement, vous avez tendance à oublier les vôtres. Vos devoirs envers la population, et notamment votre devoir, normalement que tout bourgmestre et tout politique serait censé avoir, s'il considérait réellement les citoyens, à moins qu'on soit, surtout une femme telle que moi, considérée comme des citoyens et des citoyennes de seconde zone. Je ne sais pas, je vous pose la question. En novembre 2022,
j'envoie, donc j'ai le téléphone, j'ai l'état-major qui m'appelle, et je lui dis de vous remonter le message que j'avais à vous remonter. Et je contacte votre cabinet en novembre 2022 pour obtenir une réponse de votre refus, mais une réponse formelle, ce que je n'obtiendrai jamais. Puis je relance encore un mois après, en janvier 2023, une réponse du pourquoi du comment la manifestation a été refusée. Nous sommes en 2024, donc ça va faire 2 bonnes années qui sont passées, et je n'ai toujours jamais reçu de votre part la réponse pour l'interdiction de manifester par solidarité à monsieur Hassani Hussein, qui avait été jugé innocent à 2 reprises et qui a été incarcéré arbitrairement dans une mesure administrative, et vous avez, vous, personnellement, interdit le rassemblement solidaire des citoyens belges, et notamment musulmans, qui soutenaient la cause de monsieur Hassani Hussein, qui est aussi un de nos professeurs en Belgique. Mais vous ne nous avez jamais motivé en tant que citoyen le fait d'avoir refusé cela. Hormis comment dire, la réponse banale, standard, que les surporte, que l'on balance aux gens pour leur refuser. Question de sécurité. Voilà. L'OCAM, l'OCAM, sécurité. Baratin, baratin. Sans avoir à vous justifier. Donc Bruxelles, apparemment, c'est le Texas. Ça, c'était la partie un petit peu sécurité. Je voulais revenir sur la mobilité. Donc, concernant le piétonnier, par votre prédécesseur Yvan Mayer, qui a fait beaucoup de boulettes, qui a endetté la population à raison de 20 millions d'euros pour le piétonnier, sans compter les 5 millions d'euros que l'hôtel Métropole, puisque si vous n'avez pas de mémoire, moi j'en ai eu une excellente. J'ai une excellente mémoire. L'hôtel Métropole a endetté là, donc a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le piétonnier de 5 millions d'euros. Donc tout ce montant-là va tomber tombe sur le coin du nez de la population, n'est-ce pas? Le piétonnier, c'est à cause à cause du piétonnier, je dirais, qu'on a planté tous les commerces, que des personnes se sont suicidées, des commerçants ont dû mettre clé sous aux portes, ont fait faillite, vous les avez pas dédommagés à hauteur de toutes les pertes qu'ils avaient. Ça a créé la gentrification et ça a fait fuir des anciens commerçants qui avaient 20, 30, 40 ans de boutiques, de commerce, au niveau de la rue Adolphe Max et ailleurs. Ça a fait une recrudescence de SDF et d'insécurité au plein milieu de Bruxelles. En 2016, votre prédécesseur, 2017, les rues étaient à craquer, parce que les piétonniers, on avait déjà commencé à mettre les choses en place, mais en 2020, ça a été 2019-2020 surtout. Les travaux ont commencé, mais on avait déjà commencé pas mal de choses en ce sens. Les SDF étaient bourrés à craquer en 2015 et en 2016, le long de la gare centrale jusqu'au centre-ville. On trouvait rien de mieux que de se parader avec la Gay Pride qui a coûté des millions d'euros avec la fête de l'Iris, pendant que les gens étaient à la rue, n'est-ce pas? Et on a le droit aussi, avec ces fêtes, à de l'incivilité pure et dure, à des scènes euh, qui relèvent du pénal, de l'atteinte aux mœurs, puisqu'il y a des mineurs, n'est-ce pas? Et des simulations, et des simulations, et des simulations d'actes sexuels, et des personnes assez déjantées, au nom de leur fête, où finalement on fait une omerta et un petit bémol, n'est-ce pas? Parce que c'est la fête, à toutes les incivilités et toutes les atteintes aux mœurs et à la pudeur qui sont faites sur les mineurs à ce moment-là. Moi, j'aimerais bien que ça, on puisse nous l'expliquer aussi. Ah oui, et aussi avec la cyclonudista, n'est-ce pas? Voilà. Ça serait bien que monsieur nous l'explique. Alors, pour le logement, au lieu de penser à comment créer du nouveau logement, parce que ça coûte quand même une blinde, d'accord? Ça coûte quand même une blinde, c'est pas de votre poche que ça va sortir, ni des collectivités ou ni de l'État.
si ce n'est de nos poches, n'est-ce pas? Au lieu de trouver des solutions bien plus intelligentes et beaucoup plus efficaces en descendant le prix des cadastres pour les propriétaires, le prix des impôts et des taxes de cadastre pour les propriétaires et toutes les exigences que vous exigez justement, et de faire en sorte de mettre en place une loi au mètre carré qui permettrait justement aux familles de pouvoir accéder à des locations à des prix abordables tout en aidant les propriétaires et tout. Alors, aider les propriétaires et faites réduire les loyers de 25% à 30% sur le marché actuel. Les familles vivront déjà beaucoup plus dignement et les 25% du manque à gagner, et aussi avec la loi mètre carré, parce qu'il y a beaucoup aussi de propriétaires qui spéculent et qui n'ont pas justement des bâtiments en ordre et en ordre de salubrité, qui deviennent des marchands de sommeil. Donc, la loi au carré mettrait tout le monde à jour, et ceux qui ont un gros ventre et qui veulent gagner beaucoup d'argent sur le dos des gens, en se montrant de l'autre côté très humaniste, parce que maintenant, comme il y a la Commission européenne et tous les gens, les fonctionnaires européens qui sont là, alors on veut s'ajuster à leur salaire, à leur traitement, alors que la majorité du traitement de la population ne peut pas suivre. Je pense que de faire en sorte de mettre des incitants qui fassent baisser les loyers de 25% et mettre des incitants au niveau des propriétaires sera bien plus efficace dans l'immédiat pour les locations auprès des familles que d'attendre que vos parcs dits industriels ou vos parcs de logements nouveaux soient construits. Parce qu'ils ne pourront pas héberger la totalité des masses. Mais faire une loi au mètre carré et faire des incitants de descente de 25% des loyers, et descendre le cadastre et les taxes, je pense que ça sera beaucoup plus efficace, et il y aura pas des milliers de bénéficiaires, mais des millions de bénéficiaires. Et beaucoup plus efficace que ce que vous nous proposez. Ça, c'est des petites idées qu'on vous donne, hein, bien qu'on ne soit pas politique. Mais bon, être un citoyen, c'est être un politique. Ça, c'était ça, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, alors je vous ai parlé de quoi? De la sécurité. Ah, il y aurait encore à dire, hein, sur le chômage, le statut de cohabitant, et notamment de femmes cohabitantes qui ont quand même cotisé quand elles étaient, comment dire, célibataires, qui se faisaient quand même gruger près de 1 000 € de taxes, et qui, une fois au chômage, parce qu'elles se sont mariées ou cohabitent tout court, doivent être accrochées finalement au salaire de leur conjoint, et on leur diminue arbitrairement, après 12 mois ou 18 mois, leur salaire, d'accord, leur indemnité de chômage, pour leur donner du 400 € mensuel. L'insulte, hein, l'insulte, hein. Et après, on se dit féministe, contre la violence et la précarisation des femmes. Mais les cotisations que les dames font, que les citoyennes, on peut dire les hommes ou les femmes, hein, l'un ou l'autre, mais on sait très bien qu'en général, ce sont les femmes qui sont le plus lésées, puisque de l'autre côté, elles s'occupent aussi des enfants. Donc, elles sont doublement lésées. Alors qu'en réalité, c'est elles qu'on doit 2 fois plus protéger. Mais on aime faire passer pour des gratteuses. Est-ce que vous estimez que ce soit légitime, parce que mon conjoint a un salaire et qui contribue et qui cotise, que moi, mon traitement de chômage soit diminué? Je vous pose la question. Pourtant, quand je gagnais du 2500, bien quand j'avais même 20 ans en arrière, hein, j'ai gagné bien ma vie, hein, je me faisais sucrer 1 000 à 1 500 € parce que j'étais célibataire. Alors, est-ce que ça, c'est pas un incitant à ce que les gens fraudent et disent qu'ils ne sont pas mariés ou qu'ils vivent séparément pour qu'ils aillent faire des fausses déclarations auprès du chômage et tout le bazar? Ou bien est-ce qu'il faudrait donner un peu plus de dignité, notamment aux femmes, qui sont souvent lésées, parce qu'elles ont un statut de cohabitante, et que c'est pas juste qu'on leur descende leur chômage, parce qu'en réalité, elles sont pas là en train de mendier, mais ça serait quand même une compensation légitime, hein. Parce que si on doit penser en termes de capitalisme, comme je dis, les femmes se sacrifient beaucoup, et c'est elles qui donnent naissance, que je sache, jusqu'à preuve du contraire, qui mettent les enfants au monde pour pouvoir faire tourner avec la jeunesse les futures retraites des personnes âgées, qui font faire cette économie dite circulaire.
d'accord? Ce capitalisme. Mais c'est sur leur dos qu'on gratte le plus. Est-ce que ça, c'est normal? Allez, et maintenant, je vais terminer sur les Vras. Alors, vous avez dit, Monsieur Close, Philippe Close, que ce sont des gens qui ne savent pas, euh, qui ne sont au courant de rien, qui sont dans la panique, que ce sont des rumeurs. Vous avez dit que c'était des mouvements de France de l'extrême droite de Civitas qui avaient fait des flyers. Tout ça, c'est faux, c'est erroné, c'est du mensonge pur et dur. La personne qui est en face de vous est l'organisatrice des grandes manifestations de l'Evras, entre autres, avec d'autres citoyens. Et on s'est surtout rencontrés par la mauvaise publicité que les médias mainstream, tels que la RTBF, et tels que les politiques tels que vous et d'autres, et tant d'autres, et que Madame Caroline Désir, ont fait. Et on s'est rencontrés par la suite au 7 septembre, mais c'est celle du 17 septembre, la plus grande manifestation qui a eu lieu, au 17 septembre. J'avais fait l'introduction donc de la manifestation. Et c'est pas d'aujourd'hui que je me mobilise contre les Vras, mais depuis 2015. Donc, concernant Monsieur Alain Escada, nous n'étions pas au courant du tout qu'il allait venir, premièrement. Deuxièmement, c'est pas lui l'organisateur de la manifestation de l'Evras. Troisièmement, c'est pas lui qui avait fait les flyers. Donc déjà, allez vous renseigner auprès d'une source sûre. Quant à l'histoire de la masturbation, je vais vous donner de la data, je vais vous donner de la source, comme ça va remplir le disque dur de beaucoup de gens qui nous écouteraient aujourd'hui. Notamment les supports qui sont utilisés par le planning. La labellisation contraignante a été faite surtout depuis 2019, depuis que Caroline Désir est rentrée en fonction en tant que ministre de l'Enseignement. Il y a substitution aux parents puisque le protocole de 2013 avec l'EVRAS qui a été introduit en 2012 dans le décret mission de 1997 viole la neutralité de l'enseignement. Sous couvert donc de la pression des plannings laïques, des fédérations de planning laïques qui ont été faits sur la personne de Marie-Dominique Simonet, qui fait partie de l'ex-CDH devenu Les Engagés. Ensuite, on a eu le droit à Marie-Martine Skins, n'est-ce pas, qui l'a remplacée. Et en 2019, pardon, pour revenir, il y a eu donc après cela le protocole 2013, qui s'axait surtout sur les secondaires, mais où était écrit maternelle et primaire, et notamment dans la circulaire 45-50. Comme ça, au moins, vous êtes au fait, et je vous donne de sources sûres des datas que vous pourrez vérifier, n'est-ce pas? Et comme ça, si vous avez besoin d'informations, allez à la source et auprès des gens compétents qui vous donnent des informations sûres, fiables et scientifiques. Au passage, j'ai aussi été interrogée par TV5 Monde et un reportage devrait normalement voir le jour en janvier prochain sur les Vras. S'ils décident de passer notre séquence, on ne sait pas. On verra bien. En tout cas, ils sont venus me chercher pour avoir mon témoignage qui a duré quand même 1 heure et demie, en long et en large. Mais ils vont jamais nous passer autant de temps puisqu'il y a plusieurs intervenants. Ça, je tenais à dire aux gens. Et en tout cas, nous, on a enregistré de notre côté aussi l'émission et l'audio de tout ce qui a été dit. Et donc, concernant les sources que j'allais vous donner, Éléphantine veut tout savoir sur sa ZZ, de Natacha Deloct, des éditions Nez à Nez, où on apprend à Éléphantine que de se masturber, c'est bien. Je vous invite aussi à regarder les émissions audio qui sont sur le site internet du CAL, qui s'appelle Vivre Ensemble, c'est ça? Libre Ensemble, de 2018. Si je ne me trompe pas, vers des avancées concrètes de l'Evras. Ou bien celle de 2019, une ou l'autre. En tout cas, vous écrivez Natacha Deloct et vous les entendrez Libre Ensemble.
Vous allez voir que c'est génial à 4 ans de découvrir sa zézette et puis de regarder dans sa culotte et puis de se toucher, de se tripoter et d'avoir du support didactique qui montre que la petite, elle peut, enfin, que l'éléphantine, elle peut se faire du bien sous son lit sans que personne la voit. Et que c'est génial. C'est ça, c'est ça. Et Madame Caroline Désir, avec le salon de l'Evras, au 31 mai 2024, après comment dire, ma rencontre avec elle, dont elle ne s'attendait pas d'ailleurs, parce qu'elle était venue à Forêt le 11 février 2024 pour donner soi-disant des renseignements aux mères majoritairement musulmanes à Forêt. Elle s'attendait pas du tout à nous voir. On lui a posé des questions et on a enregistré aussi notre intervention. Donc, c'était pas contraignant avec le protocole 2013. Ça l'est devenu parce que les associations militantes, d'accord, des plannings, du CAL, des lobbies LGBT, ont fait pression pour revoir le protocole de 2013 et le remanier et faire remanipuler. Et c'est Madame Caroline Désir qui s'est mise aux manœuvres, qui s'est mise à la manœuvre pour rendre, avec la labellisation contraignante, le fait que, par exemple, des catholiques ne pouvaient pas faire de l'Evras, puisqu'ils étaient accusés par les plannings et les centres d'action laïque et les lobbies LGBT de faire soi-disant de la discrimination pour pouvoir mieux les éjecter et laisser le panel pour ces gens-là et le libre quartier libre pour ces gens-là. Ah oui, Madame Céline Frémaux aussi, ministre de la Santé et de l'Handicap à l'époque, en 2017, a fait en sorte de faire rentrer les plannings, qui ont toujours été des acteurs externes à l'école, à l'intérieur des écoles. Et aussi où il y a un logiciel JAD qui recense tout, comment dire, c'est antidémocratique. Les parents n'ont pas été au courant, il n'y a jamais eu de débat, ça, pendant 10 ans. D'accord? Je vais m'arrêter là parce que j'ai mal à la gorge et puis ça prendrait un bail. Mais si vous voulez un peu plus d'informations probantes et puis vous mettre au fait des réelles circonstances, et ce qu'on a à dire du bon et du pour, du pour et du contre, et surtout du bon, il aurait fallu être déjà dans le b.a.-ba de la démocratie que vous aimez tant prôner de votre langue, mais jamais dans les actes. Voilà. Bonne soirée et bonne méditation à tous.